Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés sur ce web séminaire dont le titre est Moderniser votre data warehouse en réduisant vos coûts. Cette présentation se déroulera en trois parties. Une première partie que je couvrirai sur les enjeux des entrepôts de données d'aujourd'hui et ainsi que les services proposés par AWS pour pouvoir migrer vers des analytics dans le cloud. Ensuite, la deuxième partie sera un témoignage, un retour d'expérience de Thomas Dallemagne de la société Micropole. Et enfin, la troisième partie sera une session ouverte pour des questions-réponses, vos questions, auxquelles nous répondrons en fin de présentation. Donc, pour pouvoir répondre à ces questions, vous avez sur le côté droit, sur la plateforme, un onglet qui s'appelle Questions, sur lequel vous pouvez poster vos différentes questions tout au long de cette présentation. Nous y reviendrons. Donc, soit vous les postez en envoi privé auprès des organisateurs, soit vous les postez à tous, de telle manière qu'elles soient lisibles de l'ensemble des personnes qui participent à ce web séminaire. Alors, on va commencer tout d'abord par se présenter. Donc, Thomas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour Thierry. Thomas, je suis Thomas Dallemagne, je suis le responsable du centre d'excellence AWS pour le groupe Micropole. Merci Thomas. Donc, je suis Thierry Pierre, je suis Business Development Analytics pour AWS France et je vais avoir la chance de pouvoir commencer cette présentation avec vous. Alors, quelles sont les grandes tendances aujourd'hui et les changements également qui opèrent aujourd'hui dans le monde des entrepôts de données? C'est un sujet souvent qui nous est sensible et sur lequel on a vos questionnements, souvent, vos clients. Donc tout d'abord, on sent dans la communication qu'on a avec vous un enjeu essentiel qui est la croissance des données, la croissance exponentielle des données. Alors parfois, cette croissance est organique tout simplement, c'est-à-dire une activité qui va augmenter le volume d'informations à traiter, mais elle est aussi due parfois à un usage beaucoup plus large de l'information dans sa typologie, bien sûr, et dans ces cas d'usage. C'est-à-dire que vous embrassez de plus en plus l'information, vous avez de plus en plus conscience que, et c'est des enjeux que vous nous remontez, comme quoi il faut pouvoir intégrer de plus en plus d'informations provenant entre autres de l'Internet des objets, de la journalisation de données générées par la machine en général, mais également de données produites par des applications d'entreprise, des applications métiers, des réseaux sociaux aussi, puisqu'on va pouvoir traiter d'informations semi-structurées ou même non structurées. Et puis, dans cette typologie, on a aussi une diversité dans les cas d'usage que vous souhaitez mettre en œuvre, qui parfois nous amène à traiter cette information en temps réel, quand on va parler par exemple de données streaming, quand on va parler de clickstream par exemple, ou même tout simplement en batch, donc une typologie même en matière d'ingestion. On reviendra sur ces aspects-là. Et puis, il y a aussi un autre sujet sur lequel vous revenez souvent, qui est cette aptitude à pouvoir disposer de cette donnée de telle manière à avoir une visibilité et une analyse de bout en bout de l'information, c'est-à-dire pouvoir embrasser l'ensemble des informations. Pour vous donner un exemple, c'est par exemple croiser une information de revenu avec une information de clickstream sur un comportement, sur un site marchand pour pouvoir, par exemple, voir le comportement d'achat et profiler le comportement d'achat des personnes qui sur un site de e-commerce. Eh bien là, pour ce faire, il faut souvent embrasser un large volume d'informations, mais également des informations qui ont des typologies très différentes. Et on va, par exemple, pouvoir avoir cette aptitude à enlever des silos pour pouvoir créer cette synergie entre les différentes données, les différentes datasets qui permettent de créer la valeur. Donc, une nécessité d'embrasser de bout en bout l'ensemble de l'analyse et de l'information de différentes provenances et de finalement éviter des silos de données par ligne métier ou par organisation. Puis un troisième sujet, c'est bien entendu la migration vers le cloud. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît les avantages du cloud, tant sur la performance que sur la disponibilité, les niveaux de service. Sur le coût, bien entendu, avec ces modèles pay as you go, donc on ne paye que ce que l'on consomme,
cette facilité de gestion, cette flexibilité, cette élasticité que permet la mise en œuvre du cloud. Et donc, on va avoir de nombreuses demandes pour pouvoir migrer vers ce type de data warehouse dans le cloud. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui nous sommes ici à discuter aujourd'hui dans ce web séminaire. Donc, des enjeux et des tendances qui mettent en valeur, bien entendu, les bénéfices du cloud. Donc aujourd'hui, je pense que les bénéfices du cloud sont connus. Tout le monde a conscience que le cloud est un moyen de pouvoir justement obtenir et ingérer l'ensemble de la donnée, quelle qu'elle soit, dans son volume, mais également dans sa diversité. On l'a vu. C'est aussi un moyen de donner les moyens aux concepteurs et aux lignes métiers de concevoir des cas d'usage avec un maximum de mise à l'échelle, tant sur le volume que sur les capacités de calcul, sur l'élasticité que propose le cloud en matière de stockage, en matière de calcul, et donc sur la possibilité de mettre des outils entre les mains d'un concepteur directement sans avoir une contrainte, un goulet d'étranglement sur les performances ou sur le stockage. Donc, c'est vraiment lever les freins de la conception, lever les freins et de créer un nouveau potentiel sur les cas d'usage et également un nouveau potentiel sur l'innovation en général dans l'entreprise. Autre point important, c'est augmenter la productivité, le time to market des cas d'usage d'innovation, puisque on va proposer à travers le cloud des modèles dits entièrement gérés, full managés, ou même serverless, c'est-à-dire sur lequel vous n'avez strictement rien à faire en matière de configuration ou d'administration, puisque vous allez commencer à travailler directement en vous focalisant sur votre métier et sur la valeur de votre cas d'usage. Donc, le cloud, c'est aussi l'augmentation de la productivité des concepteurs, de la productivité des personnes qui consomment ces cas d'usage. Et là, on va proposer des modèles soit full managés, soit en serverless. Et puis enfin, c'est bien entendu cette infrastructure qui est virtuelle, sans infrastructure, sans coût d'infrastructure, puisque l'ensemble de ces coûts est en pay as you go à travers des services que sont le data warehouse, à travers des services que sont les différents services qu'on propose dans le data analytics. Donc, une aptitude à innover, à se focaliser sur le sujet, sur le cas d'usage, avec un maximum de souplesse en matière d'élasticité, de flexibilité et également dans l'aptitude que l'on a à embrasser les différentes typologies de données. Donc, le cloud propose aujourd'hui, avec les services AWS, cette combinaison entre un data lake, ces approches qui permettent de stocker l'information, de créer un référentiel d'information pour l'entreprise dans lequel je vais mettre mes informations dans le format d'origine, le format natif, de telle manière à les référencer, à créer une gouvernance autour de cette information, permettre à des producteurs d'informations de les mettre à disposition pour que des consommateurs puissent en disposer afin de créer des cas d'usage et de l'enrichir, de la monétiser et de créer des projets d'innovation autour de cette donnée. Et puis aussi ces approches dites de data warehouse sur lequel on va finalement beaucoup plus structurer l'information, avoir une approche autour de structures dites de schéma en étoile ou de structures de table sur lequel on va se focaliser sur la performance et sur le temps de réponse, sur des indicateurs bien précis et bien structurés. Donc, on a deux approches aujourd'hui qui ne sont pas antinomiques, bien au contraire, qui sont très complémentaires, sur lesquelles on va pouvoir créer des cas d'usage métiers autour de la donnée, des cas d'usage très orientés autour du data lake ou très orientés sur un data warehouse, ou au contraire, combinant les deux, et c'est tout l'enjeu du lake house, de cette approche propre à AWS, de combiner le meilleur des deux mondes entre le data warehouse et le data lake, c'est-à-dire quand on met en place un cas d'usage, quand on développe un cas d'usage, qu'on conçoit un cas d'usage, on n'a pas à choisir. Au contraire, on doit pouvoir choisir en fonction de ses enjeux. Je vais mettre mes données chaudes dans le data warehouse de telle manière à pouvoir disposer de capacités de calcul intensives pour mettre en œuvre un indicateur auprès de mes utilisateurs métiers sur une population très large, par exemple, et puis mettre mes informations plutôt froides ou tièdes dans le data lake et pouvoir avoir un cycle de vie de l'information entre le data warehouse et le data lake de telle manière à optimiser le coût, le ratio entre performance et coût. Donc avoir la meilleure performance au moindre coût, et c'est tout l'enjeu de cette combinaison, mais également dans cette aptitude et cette élasticité que vous avez dans la conception de vos cas d'usage. Donc cette approche lakehouse est essentielle puisqu'elle va vous permettre de concevoir autour d'un data warehouse, bien sûr, qui est Amazon Redshift. Donc Amazon Redshift est un data warehouse qui est fondé sur un modèle en colonne, donc un stockage en colonne,
Ce stockage en colonne permet d'avoir des performances accrues dans un modèle analytique et également sur une architecture de type shared nothing, c'est-à-dire avec de multiples nœuds qui partagent une information sans pour autant, qui distribuent une information sur de multiples nœuds, pardon, de telle manière à permettre des traitements massivement parallèles et sur des volumes bien entendu extrêmement importants. Autre point important, Amazon Redshift s'appuie sur des langages, sur un langage SQL, NSI traditionnel, pour justement permettre à quiconque ayant cette connaissance de pouvoir démarrer rapidement avec Amazon Redshift. Alors, Amazon Redshift est un service full managé, donc entièrement géré par AWS, sur lequel vous allez en quelques minutes créer une instance pour pouvoir y mettre vos données. C'est une instance qui est intégrée, bien entendu, au Data Warehouse. On l'a vu avec l'approche Lakehouse, puisque vous allez pouvoir disposer du catalogue de métadonnées du Data Lake pour pouvoir faire des requêtes externes également sur le Data Lake. On va en parler tout à l'heure. Et puis, bien entendu, Amazon Redshift est accessible par tous les outils, bien entendu, qui permettent de tirer profit des requêtes sur le Data Warehouse. Je pense, par exemple, à des produits de business intelligence qui vont pouvoir, par exemple, tirer profit des indicateurs et des calculs réalisés à l'intérieur du Data Warehouse. Donc, un Data Warehouse sur un modèle en colonne, massivement parallèle, avec des performances extrêmement élevées et un langage simplifié pour des personnes qui veulent directement commencer rapidement et qui est à l'échelle du pétaoctet, puisqu'on va pouvoir créer des tables à très grande échelle, avec des très grands volumes, pour pouvoir tirer profit de cette puissance. Alors, on va s'intéresser tout particulièrement à la performance, puisque aujourd'hui, si vous prenez un Data Warehouse, si vous le comparez à un Data Warehouse on-premise, dit on-premise, eh bien aujourd'hui, Amazon Redshift est parfois 3 fois, voire plus puissant qu'un modèle on-premise. Et puis, on arrive à avoir des coûts, un ratio coût-performance extrêmement élevé, puisque on va par exemple avoir des coûts qui seront 75% inférieurs à ce qu'on connaît d'un Data Warehouse on-premise traditionnel. Il faut aussi, et je vais le répéter plusieurs fois, la puissance de Amazon Redshift repose sur l'intégration avec le Data Lake, et donc cette aptitude à pouvoir déplacer cette donnée, requêter cette donnée depuis Redshift, et de pouvoir avoir une intégration complète pour donner le pouvoir au concepteur dans sa réalisation sans pour autant avoir des contraintes opérationnelles, des contraintes de conception. L'idée, c'est vraiment de lever les contraintes dans cette aptitude à gérer l'entrepôt de données à travers des mécanismes et des automatisations. On va parler par exemple de la partie automatique workload qui permet de gérer automatiquement le workload du Data Warehouse, aussi la partie qui va permettre d'administrer automatiquement certains pans du Data Warehouse. On aura l'occasion d'en discuter ultérieurement. Et puis enfin, c'est la sécurité. On est dans les conformités d'AWS en matière de sécurité, puisqu'on repose sur des conformités et des gouvernances, et des certifications qui sont disponibles aujourd'hui sur notre site web, que vous pouvez consulter sur notre site web. Alors, intéressons-nous un peu plus en avance sur Amazon Redshift. Donc, c'est une structure, bien entendu, dite en shared nothing, c'est-à-dire vous avez plusieurs nœuds de calcul qui sont regroupés sous un nœud dit master. Lorsque vous exécutez une requête depuis une application analytique, cette requête est distribuée sur l'ensemble de ces nœuds de telle manière à permettre un calcul massivement parallèle et retourner ensuite un résultat qui est réconcilié au niveau du nœud master. Amazon Redshift, bien entendu, permet de charger des données par l'eau, de les décharger dans le Data Lake également, de faire des exports dans le Data Lake. On a bien entendu des politiques de backup qui sont proposées en standard, et puis bien entendu on peut restaurer sur la base de snapshots qui sont régulièrement réalisés par soit AWS en standard dans l'offre, soit par vous-même en version manuelle. Une fois que vous avez mis en place un Amazon Redshift, vous pouvez aussi disposer de la couche Amazon Spectrum, si vous le souhaitez, qui permet, grâce à cette couche serverless, d'accéder au Data Lake, à votre Data Lake, pour pouvoir faire des requêtes externes sur le Data Lake depuis le Data Warehouse. Alors, à quoi ça sert? Encore une fois, c'est bien pour donner le pouvoir au concepteur dans la réalisation de requêtes. Si vous avez des données qui sont plutôt tièdes ou froides dans le Data Lake, vous ne souhaitez pas particulièrement les charger dans les tables natives du Data Warehouse, eh bien vous pouvez, à travers Spectrum, directement créer une requête externe sur des tables externes qui correspondent à des données stockées dans le Data Lake à travers des buckets S3 dans un format tel qu'il est défini
nativement dans le data lake, peut-être par exemple Parquet, pour pouvoir optimiser par exemple les performances de lecture. Donc c'est un moyen de disposer également de tables qui vont même jusqu'à l'exabyte, puisque dans le data lake, on va pouvoir stocker cette information dans le volume dans lequel d'origine, et vous pourrez combiner et créer des requêtes sur lesquelles vous allez combiner et fédérer des informations provenant des tables internes du data warehouse et des tables externes du data lake pour pouvoir, par exemple, tirer les profits de données chaudes et froides, à la fois ou tièdes, disposées dans votre data lake. Autre point important, je l'ai déjà mentionné, dans Amazon Redshift, vous pouvez exporter les données qui se trouvent dans les tables natives dans votre Amazon S3 de telle manière, et dans votre data lake, de telle manière, par exemple, à optimiser toujours le ratio coût-performance, et ainsi déprovisionner des informations qui tiédissent dans le temps et avoir un cycle de vie complet. C'est aussi un moyen de mettre à disposition des informations qui ont été traitées par Redshift sur des outils Amazon Athena qui permettent de faire du requêtage directement sur le data lake, et également Amazon EMR qui est l'infrastructure full managée Hadoop Spark d'AWS et qui permet d'accéder directement aux données dans le data lake. Donc vous pouvez, non content de disposer de cette puissance, optimiser le ratio coût-performance, mais également optimiser le coût du stockage d'informations en basculant des informations du data warehouse vers le data lake, et également disposer de toutes les classes de stockage et des automatismes de gestion de cycle de vie du data lake pour pouvoir, encore une fois, optimiser les coûts de stockage. Donc toujours dans l'esprit et dans l'ADN d'AWS, c'est d'avoir un service le plus rentable possible avec un respect des coûts pour l'ensemble de la mise en œuvre de vos cas d'usage. Alors, pour finir, enfin, Amazon Redshift, lorsque vous l'utilisez à travers Spectrum, eh bien, vous pouvez requêter des tables dans le data lake et, bien entendu, profiter du module AWS Lake Formation, qui permet de définir une sécurité extrêmement fine sur vos objets, sur les objets stockés dans les buckets du data lake Amazon S3, et ainsi, par exemple, proposer une sécurité par ligne depuis vos requêtes de table externe dans Amazon. Donc, il y a une intégration entre le Lake Formation et Amazon Redshift Spectrum qui permet d'avoir une optimisation et une homogénéité de la sécurité sur les objets que vous avez dans votre data lake. Alors, bien entendu, Amazon Redshift existe maintenant depuis plus de 7 ans. On continue à travailler sur l'innovation, deux formes d'innovation. 90% des innovations viennent de nos clients, des demandes de nos clients, et puis 10% viennent aussi de notre volonté aussi d'innover en plus pour pouvoir répondre à des enjeux sans cesse croissants d'innovation sur vos différents cas d'usage. Alors, il y a 3 catégories d'innovation sur Amazon Redshift. Une première qui est la performance et la scalabilité, bien entendu. Cette performance aujourd'hui, par exemple, eh bien, on l'a extrêmement optimisé par l'usage de nouveaux nœuds de calcul qu'on appelle RA3, qui sont dédiés au calcul analytique sur Redshift et qui permettent de dissocier et d'avoir une séparation entre le calcul et le stockage en matière de dimensionnement, bien sûr, mais également de tarification. Donc, vous avez une indépendance entre le calcul et le stockage avec les nœuds RA3, et donc vous pouvez, par exemple, avoir de très grands volumes de stockage qui n'impacteront pas le calcul et voir des configurations de calcul intensives extrêmement importantes pour des volumes peut-être plus réduits. Donc, avoir une adaptabilité entre le stockage et le calcul est essentiel, et on le propose avec les nœuds de type RA3. On a aussi d'autres éléments nouveaux qui sont arrivés, tels que les vues matérialisées, le concurrency scaling, qui permettent de prendre en charge les points de calcul, les points de charge. Mais j'aimerais particulièrement parler de Aqua, qui est une nouveauté dont on parlera tout à l'heure, juste après ce slide, mais qui est une offre qui vient dans les mois à venir, qui est essentielle puisqu'elle est à disposition de l'ensemble des clients qui disposent de nœuds RA3 et permettront ainsi de multiplier par 10 les performances sans surcoût, on le verra tout à l'heure. Deuxième catégorie, c'est bien entendu améliorer l'intégration avec le data lake. Donc, permettre, comme on l'a vu, par exemple, l'export de données de tables natives vers le data lake en format Parquet. C'est également permettre des requêtes fédérées à l'intérieur de Amazon Redshift.
pouvoir disposer de données qui proviennent à la fois du data lake, mais également de bases de données RDS ou Aurora, entre autres. C'est disposer de multitudes d'outils qui permettent de simplifier aussi la gestion de la sécurité avec Amazon Lake Formation, comme on l'a vu tout à l'heure. Puis troisième catégorie d'innovation, c'est bien entendu la simplicité d'utilisation, la facilité d'utilisation et l'optimisation des coûts. L'optimisation des coûts par exemple avec l'usage du posant de résume, la facilité d'administration et de configuration, c'est par exemple avec le Automatic Workload Management ou l'Automatic Vacuum, Automatic Analysis. On aura l'occasion de vous présenter ces différents éléments, comme aussi le Elastic Resize qui permet par exemple de redimensionner et de permettre une reconfiguration de votre cluster Amazon Redshift en fonction de points de charge planifiés et de pouvoir également ordonnancer ces différents redimensionnements, reconfigurations de votre moteur Amazon Redshift. On aura, j'espère, ensemble l'occasion d'aller plus en détail dans chacune de ces innovations, mais sachez que celle qui arrive dans les mois à venir est Aqua Advanced Query Accelerator qui permet de déporter certaines tâches telles que la compression, le chiffrement ou certaines tâches de filtrage et qui permettent de décharger les nœuds de calcul de ces tâches de telle manière à augmenter les performances pour les possesseurs de nœuds RA3. Donc on va pouvoir avec Amazon Redshift multiplier par 10 des performances pour certaines requêtes et ainsi à coût équivalent sans surcoût puisque ce sera proposé pour l'ensemble des clients qui auront des nœuds de type RA3. Donc une possibilité d'augmenter la performance intrinsèque de vos requêtes sans surcoût dès lors que vous êtes sur Amazon Redshift et sans reconfiguration de votre moteur. Donc ça, c'est un point extrêmement important. C'est disponible dans les mois à venir. Ça sera prochainement en preview. Donc n'hésitez pas à proposer et à demander d'être dans le programme de preview si vous êtes un client Amazon Redshift avec des nœuds RA3, je le précise. Alors, nous avons plus de 10 000 clients aujourd'hui qui utilisent nos solutions analytiques et entre autres cette combinaison entre Data Lake et Data Warehouse. Ces clients ont soit migré d'environnement on-premise, soit ont créé des Data Warehouse sans pour autant migrer, directement en implémentant leur cas d'usage. Mais pour la plupart, ils ont migré. Ils ont migré de différentes origines, des Data Warehouse qui étaient souvent en prémisse, qui étaient d'ailleurs dans beaucoup de cas en prémisse, et pour pouvoir lever ces freins que l'on a cités au départ, ces freins de volume, ces freins d'élasticité en matière de mise en œuvre de cas d'usage. Alors pour pouvoir migrer, eh bien, sachez qu'il y a aujourd'hui AWS qui supporte l'ensemble de ses clients sur l'ensemble du cycle de migration, tant sur l'analyse de la migration et la planification de cette migration, on va le voir tout de suite, que sur les proof of concept, les pilotes, les différents ateliers qui vous permettent de monter en compétence sur Amazon Redshift, et enfin aussi sur la migration à proprement parler. Sachez qu'on a chez AWS différents outils, différents services, différentes options qui permettent de vous accompagner dans cette migration. Alors AWS, mais aussi ses partenaires, puisqu'on aura aussi l'occasion d'en discuter avec nos partenaires. Alors dans ce séjour de la migration de données, ça commence toujours par, bien entendu, des premiers ateliers dans lesquels nous allons comprendre votre cas d'usage. On va avoir une phase de découverte. Alors cette découverte sera aussi motorisée puisqu'on va le voir, on a des outils pour pouvoir analyser votre data warehouse d'origine, pour pouvoir planifier et avoir une visibilité sur les efforts à réaliser dans le cadre de la migration. Donc on va prendre un outil tel que le Schema Conversion Tools pour pouvoir analyser votre base d'origine et dire voilà, si vous allez vers Redshift, voilà les différentes tâches à réaliser, voilà les points d'attention sur lesquels il va falloir avoir un travail à réaliser. Et on va pouvoir également dispenser une expertise sur notre migration, sur la manière de faire, pour par exemple permettre une migration sans interruption de service. On le verra je pense ensemble.
On disposera également de plans de migration et cela permettra par exemple d'engager sur la deuxième étape qui consiste à soit réaliser un proof of concept pour pouvoir avoir des éléments dimensionnants, mais aussi avoir un proof of value et être sûr et certain que tous les plans, le plan de migration sera exécutable et la mise en œuvre sera celle qui est espérée et planifiée dans la phase d'analyse. Et puis enfin, on vous accompagnera dans la migration à proprement parler et dans ce cycle où on va enfin prouver la valeur de la migration et on va enfin tirer tous les bénéfices de la migration vers le cloud et vers Amazon Redshift. Alors, on vous accompagne à travers, bien entendu, des outils, à travers des services, à travers de la compétence, à travers des accompagnements de crédit sur le proof of concept, le cas échéant, et puis également des expertises qui sont celles de nos partenaires. Dans ces outils, on va distinguer deux types d'outils. Des outils qui sont le Schema Conversion Tool, je viens d'en parler, qui permet de directement analyser votre schéma d'origine pour pouvoir avoir un écart entre le schéma d'origine et le schéma cible et avoir les différents points d'attention sur lesquels on doit travailler et ainsi déterminer la charge de conversion du schéma, mais également de migration de la donnée. Et puis enfin, un outil qui s'appelle le Database Migration Services qui va permettre de migrer et de répliquer les données, soit directement de base à base, soit de base à S3 vers la base de données Redshift, donc en fonction des bases sources et des bases cibles. Donc l'outil de migration permet d'automatiser cette réplication et d'avoir finalement une continuité de service, entre autres, ou alors tout simplement de migrer en une seule fois l'ensemble des données. On va bien entendu pouvoir disposer d'autres mécanismes à travers des mécanismes qui sont parfois des outils qui sont propres à ce que vous avez dans vos organisations. Je pense à des éditeurs d'ETL ou à des fonctionnalités qui permettent de migrer de l'information. Et puis, on va pouvoir disposer d'outils de communication, de prise en charge de données à travers des outils comme Kinesis Firewall si vous êtes sur des données de streaming, ou des configurations qui permettent de rapprocher votre centre de données, votre data center avec le cloud virtuel privé qu'on aura créé autour d'Amazon Redshift avec des solutions comme Direct Connect ou le VPN. On aura l'occasion de détailler l'ensemble de ces éléments lors de la phase d'étude, la première phase, au moment de l'élaboration du plan de migration. Et puis, on est accompagné, bien entendu, de partenaires ISV qui souvent se trouvent dans le paysage de vos applications, de vos data centers. Et on sait travailler avec tous ces partenaires. La liste n'est pas exhaustive. Il y a un site sur lequel vous pouvez, bien entendu, consulter tous les partenaires qui nous accompagnent dans cette migration et dans cette aventure entre des univers on-premise et le monde du cloud. Voilà. Donc ça, c'était pour vous présenter les enjeux, les services que propose AWS, comment nous accompagnons, nous, AWS, dans le cadre de votre migration, à travers une offre outillée, mais également des compétences. Je vais maintenant à Thomas, qui est représentant de la société Micropole, de nous faire son retour d'expérience autour de la modernisation des data warehouses qu'il a pu réaliser avec nos clients, avec ses clients, avec nos clients ensemble. Merci. À toi Thomas. Alors, comment faites-vous pour moderniser les data warehouses chez nos clients? Merci Thierry. Alors, je vais commencer peut-être rapidement par une petite présentation de qui est Micropole. Alors, Micropole, c'est une entreprise française qui a des bureaux bien sûr à Paris, à Lyon, à Nantes, à Lille, mais également en Belgique et au Luxembourg et ainsi qu'en Suisse. Alors Micropole, c'est à peu près 1250 consultants qui sont très axés sur les thèmes de la data et du digital. Et c'est une entreprise qui aujourd'hui a plus de 30 ans d'expérience. Alors, Micropole, c'est une entreprise qui a compris il y a quelques années déjà quelle était l'importance et quels étaient les enjeux du cloud. Et nous avons donc récemment décidé de lancer un centre d'excellence pour les technologies Amazon, technologies AWS, que nous avons baptisé Lucie. Alors la mission de Lucie, c'est de consolider notre savoir-faire et de le diffuser à travers le groupe Micropole et donc de soutenir les métiers de Micropole, que sont les métiers de la data et du digital, pour pouvoir finalement porter l'ensemble des solutions sur AWS. Donc, je ne vais pas m'étendre ici sur la société Micropole.
Ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était surtout, et je vais revenir un slide en arrière, c'était surtout un cas d'usage qu'on a eu la chance de pouvoir mettre en œuvre de bout en bout pour un client qui est une entreprise de télécom basée en Belgique. Alors, c'est une entreprise qui offre des services mobiles, des services fixes de téléphonie, qui est aussi un fournisseur d'accès Internet, qui fournit des services de télévision digitale et qui est même producteur de contenu. En fait, suite à l'arrivée d'une nouvelle direction dans cette entreprise, un petit peu pour la redynamiser, il a fallu assez rapidement déployer une nouvelle plateforme de données pour pouvoir en fait supporter la transformation digitale d'une part, et puis pour améliorer assez drastiquement la connaissance client dans le but de faire vraiment de l'acquisition et de la rétention de clients parce que, comme vous pouvez le voir sur le slide suivant, si je reprends le contrôle, voilà, comme vous pouvez le voir sur ce slide-ci, leur paysage en fait de données préexistants était très fragmenté. Alors traditionnellement dans les télécoms, on distingue les environnements OSS qui sont en fait les applications qui vont supporter le réseau et les opérations. On distingue l'environnement OSS de l'environnement BSS pour Business Supporting System qui lui est orienté vers les applications métiers. Les plateformes de données en fait reflétaient aussi cette ségrégation. Donc on avait d'une part toute une série de technologies décisionnelles, big data pour la partie OSS, c'est ce que vous voyez sur la partie gauche du schéma, et d'autre part un deuxième environnement de données, un deuxième environnement data pour les applications BSS, donc tout ce qui était CRM, finance, facturation, etc., avec comme vous pouvez le voir là, vraiment une pléthore de technologies, des clusters Hadoop, des instances de bases de données de différentes technologies, du SAP Business Warehouse, et bien sûr, avec ça, toute une série d'outils ETL, de data prep, de requêtage différents. Donc, les deux éléments qui ont vraiment déclenché le projet de transformation qu'on a mené avec ce client étaient d'une part la nécessité d'harmoniser les données pour pouvoir les exploiter et faire de la segmentation client, faire de l'acquisition de la rétention client, mais aussi la deuxième problématique chez eux, c'était une problématique de coût total de possession, ce qu'on appelle en anglais le TCO, Total Cost of Ownership, parce que comme vous pouvez l'imaginer avec un paysage comme ça, eh bien le coût hardware, software, mais aussi simplement le coût de collecte et d'intégration de données est colossal. Donc, on a proposé en fait une approche basée sur le cloud, une approche greenfield, c'est-à-dire où on repartait d'une feuille blanche, qui est une approche qui a séduit le client et qui, une fois que la décision a été prise d'aller vers le cloud, nous a dit mais on veut aller plus loin que faire du décisionnel classique, on veut vraiment une plateforme de données d'entreprise qui nous permettra à terme de rencontrer finalement toute une série de besoins, d'adresser toute une série de cas d'usage qui vont au-delà du décisionnel, que sont par exemple les cas d'usage liés au machine learning, au big data ou au traitement des données en temps réel. Donc, on a posé la vision avec le client qui était vraiment une vision d'une plateforme de données complètement cloud-based, agile, qui commencerait, que l'on allait déployer avec des cas d'usage décisionnels, mais qui à terme devait pouvoir adresser des cas d'usage beaucoup plus modernes de la data. Donc, grosso modo, pour démarrer, on a construit un backlog de cas d'usage et on a démarré une implémentation en mode Scrum, en mode agile. Comme je vous le disais, on s'est basé, la philosophie du projet d'un point de vue architectural était d'exploiter au maximum les services managés d'AWS avec au centre de ce schéma architectural les outils Amazon S3 et Amazon Redshift. Alors, comment est-ce que, dans la pratique, l'ingestion et le traitement de la donnée se passent? La première étape, c'est que pour chaque cas d'usage, les données extraites des différentes sources vont être poussées vers Amazon S3. Elles sont stockées dans Amazon S3 dans un format qui est un format brut, natif. En pratique, c'est sous forme de fichier plat. Alors, pourquoi Amazon S3? Parce que c'est un peu l'outil à tout faire dans l'environnement Amazon.
il est aussi simple qu'il est puissant. C'est un système de stockage brut, donc de stockage objet. Hein, c'est pas un file system. C'est un stockage objet qui est hautement disponible, qu'on peut interroger en direct à partir du moment où les données sont structurées avec l'outil Athena. J'ai vu d'ailleurs passer une question sur la différence entre Spectrum et Athena. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler à la fin de ce webinaire, parce que c'est une très bonne question. C'est un environnement qui est bien protégé, les données sont chiffrées, on peut gérer les droits d'accès assez finement et qui propose des fonctionnalités, notamment, comme on le verra, pour la gestion justement du cycle de vie, ce qu'on appelle le tiering pour pousser les données vers des couches de plus en plus froides, mais également de plus en plus économiques. Donc, dans notre approche, la première chose qu'on fait, c'est capturer ces données, donc cas d'usage par cas d'usage, de façon agile dans le data lake. Et à partir du data lake, on va intégrer les données d'entreprise on va les intégrer depuis S3 vers Redshift. Alors, on n'intègre pas tout ce qu'il y a dans le data lake parce que, vous vous en doutez, le data lake capture aussi, ou nous permet aussi de capturer des données très fines, très granulaires sur, par exemple, l'état du réseau, hein, puisqu'on parle de télécom. Ce ne sont pas toujours des données qui ont une grosse ou une grande valeur pour le métier. Ce sont des données qu'on va vouloir exploiter de façon ponctuelle. Ces données-là vont rester dans le data lake, dans Amazon S3. Les données d'entreprise que l'on va vouloir intégrer pour des fins analytiques, elles, on va les pousser vers Redshift. Dans une deuxième étape, bien forcément, les données s'accumulant et dans les télécoms, si vous pensez aux données de consommation mobile, par exemple, vous comprenez assez rapidement qu'on parle de volumes assez larges, mais donc les volumes s'agrandissant, on va vouloir mettre en place, c'est ce qu'on a fait chez ce client, un cycle de vie de la donnée, du tiering, pour finalement repousser vers notre data lake des données qui refroidissent. Alors, ici, ça se fait assez facilement avec Redshift, puisqu'on utilise en fait une fonctionnalité native de la base de données Redshift qui s'appelle l'unload. Donc, c'est une commande SQL qui permet très simplement de repousser des données depuis une table Redshift vers l'environnement S3 et de convertir ces données au format parquet. Alors, le format parquet, c'est un format big data. L'avantage, c'est que c'est un format qui va être compressé, également structuré en colonnes, et qui donc, au requêtage, va offrir d'excellentes performances. Là où ça devient vraiment très intéressant, c'est que avec l'outil Spectrum, en réalité, on peut offrir une vue tout à fait transparente aux utilisateurs sur les données chaudes qui sont toujours à disposition dans Redshift et les données un peu plus froides que l'on a repoussées ou qu'on leur repousse de façon régulière vers le data lake au format parquet. Et pour ce faire, la première chose qu'on va devoir créer, c'est une table externe en utilisant donc l'outil Spectrum dans Amazon Redshift. Cette table externe, en réalité, elle ne contient pas de données, elle ne fait que pointer vers les objets qui sont dans le data lake. Et puis ensuite, à l'aide simplement d'une vue, on va pouvoir, une vue qui fait un union, hein, finalement, entre les données chaudes et les données moins chaudes, on va pouvoir offrir cette vue consolidée aux utilisateurs. Alors, ça, non seulement c'est très simple à mettre en œuvre, mais ça fonctionne remarquablement bien. Et il est intéressant de noter également que les performances sont très bonnes. Les performances de Spectrum sont très bonnes, a fortiori quand on utilise du parquet, mais ce n'est pas une obligation. On peut également utiliser des formats de fichiers type CSV, GZIP, voilà, qui offriront forcément une performance un peu moins bonne. Alors, pour continuer dans la mise en œuvre du cycle de vie de la donnée et avoir cette approche data lakehouse complètement intégrée où on profite finalement de l'intimité de la technologie S3 avec la technologie Redshift, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repousser la donnée qui devient vraiment très froide vers S3 glacier, et ça va se faire de façon assez simple en utilisant les fonctionnalités standards de S3, à savoir le S3 Lifecycle Transition, qui permet de dire que, voilà, à partir de telle période de temps, tel type de données qui se trouve à tel endroit dans un bucket S3 doit être poussé vers des couches moins efficaces et moins chères jusqu'à tomber dans Glacier, qui est vraiment un système d'archivage. Alors, restaurer des données de Glacier, ça prend du temps, donc on va y mettre des données qu'on doit garder, mais qui ne sont pas des données qu'on va vouloir interroger à court terme.
Alors, Glacier est quelque chose qu'on peut interroger en direct avec une fonctionnalité qui s'appelle S3 Glacier Select, mais les données qui sont dans Glacier ne peuvent plus être exposées dans Spectrum à travers Redshift. Voilà, donc ici, ce qu'on a fait chez ce client, c'est qu'on a vraiment implémenté un cycle complet. Alors, on le fait domaine de données par domaine de données. Donc, toute cette politique de rétention et de cycle de vie, c'est une discussion qui a lieu au niveau du Data Management Board, qui va donc pour chaque domaine, par exemple, les master data clients, les données de consommation, les données de réseau, la typologie de réseau. Donc, pour chaque domaine, on va définir la politique de rétention et de cycle de vie. Et on va l'activer assez simplement avec les outils qui sont disponibles en standard dans les différents services AWS. Et vous l'avez vu, ici, on capture la donnée dans S3, on l'intègre dans le Data Warehouse, on repousse les données froides après un certain temps dans la zone S3 tout en offrant une vue consolidée aux utilisateurs. Et en fin de vie, on les pousse vers S3 Glacier pour que, éventuellement, après un certain temps, elles en soient effacées. Il y a bien sûr là-dedans des contraintes de type légal et le respect du RGPD qui va avoir toute son importance. Voilà. Ici, j'ai fait un rapide zoom out, c'est-à-dire que j'ai replacé Redshift et S3 dans le cadre de la solution telle qu'elle se présente 3 ans plus tard, puisque ça fait un peu plus de 3 ans que toute cette transformation a démarré et on arrive au bout du projet maintenant. Mais ces deux services clés autour de la data et de l'analytique nous ont permis en fait progressivement d'élaborer d'autres cas d'usage, d'activer d'autres services dans Amazon pour, par exemple, traiter de la donnée en temps réel avec Kinesis ou faire du machine learning avec SageMaker. Alors, quelques indicateurs clés sur le projet. Donc, sur une période de 3 ans, avec une équipe d'un peu plus de 15 personnes, on a réussi à implémenter près de 400 cas d'usage relatifs à la data. Alors, dans les cas d'usage, il y a du décisionnel classique, des tableaux de bord, du reporting. Il y a des choses plus pointues comme du traitement, le traitement, par exemple, des box de leurs clients aujourd'hui se fait en temps réel. Il y a du machine learning avec du prédictif sur l'impact des pannes par rapport à leurs clients. Donc, il y a des choses qui sont quand même assez élaborées. On a 700 Tera de données dans le Data Lake S3. Alors, bon, ce sont des chiffres, ça veut dire ce que ça veut dire, mais ce qui est intéressant, malheureusement, c'est une information que je ne peux pas vous communiquer, c'est de voir la facture mensuelle d'Amazon qui correspond à ça et qui est finalement une fraction de ce que leur coûtait leur environnement data ou leurs environnements data, puisqu'ici on a vraiment tout unifié dans une plateforme, alors que précédemment, comme je vous l'avais montré, il y avait donc 2 environnements différents qui étaient très fragmentés. Mais donc, la facture AWS aujourd'hui représente entre 25 et 30% du coût précédent de possession totale de leurs environnements data. Pourquoi? Parce que eh bien, il y avait 3 clusters Big Data, différentes instances de bases de données, un environnement BW et puis tous les outils périphériques. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a récemment aidé ce client à migrer toutes ces données vers les nouveaux nœuds Redshift, les fameux nœuds RA3, où là, il y a un découplage complet entre la capacité de traitement, le processing et la capacité de stockage, que ça s'est fait assez facilement et que le client est très, très content de cette migration qui lui permet d'être beaucoup plus flexible au niveau de la scalabilité de l'outil. Et donc, aujourd'hui, c'est un projet flagship pour ce client qui lui a permis vraiment d'asseoir sa transformation digitale. Et pour conclure, très rapidement, je voulais juste vous montrer ceci pour vous dire simplement que Micropole aide ses clients sur les transformations data en abordant pas uniquement l'aspect technologique, mais aussi le côté organisationnel et les méthodes de travail pour permettre à nos clients vraiment d'adopter la technologie de la façon la plus efficace possible et de l'exploiter de la façon la plus efficace possible et pour rendre nos clients data-centric. Voilà, je conclus ma présentation ici et encore une fois, comme l'a dit Thierry, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Thomas, ton retour d'expérience est riche de sens. Merci pour ces explications qui sont précises. Alors, on peut se poser la question pourquoi on choisit AWS pour le Data Lake et les Analytics.
Donc, simplement pour conclure, bien entendu, c'est au-delà du data lake et du data warehouse, on a l'ensemble de l'offre on considère la plus complète du marché. On l'a vu de par l'intégration, et on a vu dans le retour d'expérience de Thomas que effectivement l'intégration entre le data lake et le data warehouse facilitait grandement la mise en œuvre et surtout permet aux concepteurs de se focaliser uniquement sur ta tâche grâce au fait d'avoir finalement des outils entièrement gérés, full managés en bon français, ou même serverless quand on va parler d'Athena ou de Glue, pour pouvoir par exemple faire de la transformation ou faire du requêtage directement sur le data lake. Et puis enfin, en termes de ratio coût-performance, on considère être sur le marché le meilleur aujourd'hui, tant sur Redshift que sur d'autres éléments de notre offre, entre autres le data lake, mais également le requêtage à travers Athena ou même toutes les offres serverless en général. Donc, on va passer maintenant dans les questions-réponses. Alors, on a beaucoup de questions. On va commencer par la première. Nous avons des données sur S3 et via Athena, nous pluguons Tableau Software. A-t-on besoin de Redshift? Pourquoi? Alors, j'ai envie de répondre que non, vous n'avez pas forcément besoin de Redshift. Il y a des cas d'usage qui ne nécessitent pas Redshift et d'autres cas d'usage qui le nécessitent. Athena est un outil serverless. Cela sous-entend que vous avez quelques temps de latence. Si vous aviez par exemple des traitements qui nécessitent beaucoup de requêtage intensif sur vos buckets S3, dans ce cas, il serait préférable d'utiliser Redshift. Redshift est véritablement là pour fournir un potentiel de calcul, sur des volumes conséquents. Mais on a de nombreux clients qui utilisent Athena sur S3 sans pour autant utiliser Redshift. Et effectivement, ce peut être également une forme de migration. On voit que pour des cas d'usage où le volume est relativement faible, ou même que le potentiel de calcul, le besoin de calcul, pardon, n'est pas extrêmement élevé, bien souvent S3 plus Athena suffit. Est-ce que Thomas, si tu as des choses à ajouter, n'hésite pas à cette question. Je te rejoins complètement. Je dirais que dans le cas où, comme tu l'as dit, le besoin de calcul, c'est-à-dire par exemple la nécessité de faire de grosses transformations de données, dans le cas où ce besoin-là est présent, j'aurais tendance à pousser les données vers Redshift, qui est une vraie base de données SQL, plutôt que de les exploiter en direct sur S3, qui fait appel derrière à des technologies Big Data, mais qui sont moins orientées transformation et intégration de données. Tout à fait. Alors, Shared Nothing, c'est la même chose que Shared. Non, Shared Nothing, c'est une structure dans laquelle vous avez un nœud maître qui va permettre de distribuer une requête sur plusieurs nœuds de calcul, alors que le shard, c'est le sharding, c'est de la répartition de files d'attente. Alors, il existe aussi des files d'attente sur le workload management, mais ça n'a pas le même sens. La structure shared nothing, c'est plus une architecture du data warehouse en matière de nœuds. Et le sharding, c'est plus de la gestion de files d'attente. Donc, on n'est pas du tout pas tout à fait sur les mêmes concepts. Le traitement paralysé semble être une caractéristique majeure de Redshift. En effet, le produit est-il adapté dans la volumétrie de données modeste? C'est une question qui rejoint la première. Pardon. Ce n'est pas une question de volume de données, c'est souvent une question de calcul. Si vous avez des besoins d'utilisateurs qui ont des calculs extrêmement élevés, avec des calculs intensifs sur une audience très large, et bien dans ce cas-là, Redshift a tout son sens. Ce n'est pas une question de volume, c'est-à-dire que vous pouvez avoir besoin de Redshift sur des petits volumes, mais pour des calculs extrêmement intensifs. Effectivement, par contre, quand on est dans des grands volumes et qu'il y a du calcul aussi intensif, ça a beaucoup plus de sens aussi. Mais sur des petits volumes avec des calculs moyens, effectivement, Athena est une autre option. Donc, on peut vous aider justement à qualifier l'usage et le besoin des outils en fonction de vos cas d'usage. Thierry, pour aller oui. Allez, oui, chez Micropole, nous avons des clients qui exploitent quelques dizaines de gigas dans Redshift et des clients comme la référence dont je vous ai parlé aujourd'hui qui dépassent les 50 Tera de données compressées. Donc,
c'est très variable. Voilà. Et il y a différentes tailles de nœuds dans Redshift, donc on peut commencer avec des petits nœuds et des petites implémentations, et toute l'élasticité du code ici montre sa valeur puisqu'on va faire grandir l'environnement au fil de l'eau. Merci Thomas. Alors, y a-t-il une question qui est intéressante, la différence entre Redshift Spectrum et AWS Athena? Alors, Redshift Spectrum, effectivement, c'est une fonctionnalité équivalente à Athena puisqu'elle permet de requêter directement Data Lake, si ce n'est que c'est à l'intérieur du Data Warehouse. Donc, vous pouvez faire des requêtes fédérées avec des tables natives et donc de faire des fédérations entre tables de données chaudes et tables de données froides ou tièdes dans le Data Lake. AWS Athena, lui, c'est uniquement pour pouvoir faire des requêtes sur Data Lake ou sur. On pouvait faire aussi de la fédération, mais la différence, c'est que pour faire du Redshift Spectrum, vous avez besoin d'un cluster Redshift. Et donc, parfois, Athena suffit lorsqu'on n'a pas besoin de cluster Redshift. Mais l'idée, c'est vraiment de donner le pouvoir au concepteur. C'est que dès lors que vous êtes sur une démarche lakehouse, c'est-à-dire combinant le meilleur des deux mondes, eh bien, Spectrum permet de fédérer des requêtes du data lake avec des requêtes de données chaudes sur les tables natives. Si Thomas a des éléments complémentaires, n'hésite pas. Encore une fois, je te rejoins totalement. Nous, on aime beaucoup utiliser la puissance de Redshift parce que Redshift a, par exemple, des fonctions à SQL qui ne sont pas disponibles dans Athena, parce que, comme tu l'as dit, la puissance de calcul, quand il faut faire de grosses agrégations ou, par exemple, des grosses jointures, ça va aller plus vite que dans Spectrum. Et puis Redshift, c'est une vraie base de données, c'est-à-dire qu'il y a un schéma on write, ce n'est pas un data lake sur lequel il y a un schéma on read, donc on a un schéma imposé. Voilà, donc, dans la gouvernance des données, c'est un outil qui vient se positionner un peu différemment. Merci Thomas. Alors j'ai une dernière question parce qu'on va être limité en temps. Est-ce qu'il y a possibilité de migrer d'un service RDS vers Redshift? La réponse est oui. Vous pouvez migrer d'une base de données RDS, par exemple Postgres, vers Redshift. Ça se fait de temps en temps, effectivement. Lorsque vous avez, par exemple, uniquement des données de type analytique et que vous voulez faire de l'analytique, eh bien, vous n'avez pas forcément besoin d'une base de données relationnelle qui, elle, est transactionnelle, alors que Redshift est analytique. Donc, effectivement, c'est tout à fait envisageable. Alors, il y a beaucoup d'autres questions. Ce que je vous propose, c'est d'y répondre nominativement après le web séminaire. Je vous propose ici de me contacter. Vous avez mon adresse email. N'hésitez pas à me contacter, à nous contacter directement si vous avez soit des questions, si vous avez aussi des interrogations sur vos projets. Donc, je serai et nous serons très heureux de pouvoir converser avec vous et avoir une discussion sur vos cas d'usage. Je voulais vous remercier d'avoir participé à ce web séminaire. Je tiens à remercier également Thomas pour sa disponibilité et son retour d'expérience. Merci Thomas. Nous restons à votre entière disposition et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.